Alors bonjour pour la présentation de ce nouvel atelier consacré au plan du métro et qui va concerner trois établissements, donc le French American International School of San Francisco, le lycée français de San Francisco, et puis nous allons commencer avec la présentation du sujet, présenté donc par des lycéens du lycée international de Los Angeles. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, alors aujourd'hui, Pablo Gronfi et moi, Alejandro Pulido, on va vous introduire au plan du métro et ce problème. Alors, le problème. Un métro a N stations. On veut que toutes les stations soient reliées entre elles. Soit directement, une ligne entre les stations A et B, par exemple, soit avec un maximum une station intermédiaire, une ligne entre A et E, puis une ligne entre E et F. On peut voir l'exemple ici, quand N est égal à 6 stations et D est égal à 3 lignes au maximum sortant de chaque station. Suppose qu'il y a N stations. Combien faut-il au moins de lignes D sortant de chaque station pour satisfaire les données du problème? Étape 1. Pour trouver le nombre minimum de lignes, il faut utiliser une disposition symétrique. Par exemple, la disposition circulaire ci-jointe, avec N est égal à 8 stations. Maintenant, étape 2. Nous relions la première station avec certaines stations de sa moitié droite. Nous savons que 2 lignes ne seront pas suffisantes. Nous pourrions au grand maximum connecter chaque station à 2 autres directement et 2 autres avec une station intermédiaire, pour un total de 4. Nous essayons donc avec 3 lignes. Pour maximiser la propagation, nous relions la deuxième station avec certaines stations de sa moitié gauche. Nous utilisons une approche symétrique, donc à nouveau 3 lignes. Nous profitons du fait que le premier lien est déjà établi. Ainsi, nous réussissons à faire un maximum de liens directs ou avec une station intermédiaire. Mais ce n'est pas fini. Nous continuons ainsi de suite, station à droite, station à gauche. Nous terminons avec cela. Constatons que toutes les stations sont reliées directement ou avec une station intermédiaire. Comme la disposition est symétrique, il suffit de la vérifier pour une station quelconque. Naturellement, il y a d'autres arrangements possibles. En définitive, quand n est égal à 8, d est égal à 3. Troisième étape, n est égal à 12. Nous utilisons la même méthode. Nous essayons avec 4 lignes. Nous terminons avec cela. À nouveau, nous constatons que toutes les stations sont reliées soit directement, soit avec une station intermédiaire. En définitive, n est égal à 12 et d est égal à 4. Étape 4, la généralisation. Quand n est égal à 8, nous relions la station 1 avec les stations 2, 4 et 5. Quand n est égal à 12, nous relions la station 1 avec les stations 2, 4, 6, 7. En suivant la même logique, si n est égal à 16, nous relions la station 1 avec les stations 2, 4, 6, 8, 9. Donc, si n est égal à 4k, il faut k plus 1 ligne. Finalement, si n est supérieur à 4 fois k-1 et n est inférieur à 4k, il nous faut quand même k plus 1 ligne. Je pense qu'il reste l'école Alors, internationale de San Francisco. Enfin non, l'autre. contrairement aux autres groupes qui ont cherché des constructions qui minimisent D en fonction de N, on a essayé de trouver une borne supérieure pour la valeur N en fonction de D pour une valeur de D fixée. Alors, d'abord, le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui
DI nous dit s'il existe un trajet de longueur 2 entre deux sommets, sans repasser par une arête. Donc M carré, comme a montré Pierre, c'est s'il existe des trajets de longueur 2. Mais il se trouve que comme tous nos sommets ont exactement un degré D, la matrice va nous dire, pour passer d'un sommet A, par exemple, à ce même sommet, on peut toujours aller sur n'importe quelle arête du graphe et puis repasser sur la même arête et revenir au point A. Donc, du coup, on va faire cette soustraction moins D fois la matrice identité pour avoir exactement le nombre de trajets de longueur 2 entre deux sommets qui ne repassent pas par une arête. Mais on a une condition assez forte sur tout ça, parce qu'on sait qu'entre deux sommets, il y a soit un trajet de longueur 1, soit un trajet de longueur 2. On est dans une condition maximale, donc on ne va jamais avoir plusieurs trajets pour aller d'un sommet à un autre. Donc on peut écrire une équation avec nos matrices. On sait que m carré plus m moins d moins 1 fois la matrice identité est égal à A, où A, on définit comme étant une matrice qui contient que des 1. C'est-à-dire qu'il y a exactement un moyen d'aller d'un point à un autre, soit en utilisant un trajet de longueur 0, c'est-à-dire de passer à un point à un autre, soit un trajet de longueur 1, donc qui est défini par la matrice M, soit un trajet de longueur 2 défini par cette matrice M carré moins D fois la matrice identité. Donc, en raisonnant sur ce polynôme, donc on ne sait pas résoudre, au moins à notre niveau, on ne sait pas résoudre des équations de degré 2 avec des matrices, mais on peut, en bref, regarder les vecteurs propres des matrices M et A, parce qu'en fait, comme A, c'est juste une fonction polynomiale de M, elle va partager tous les mêmes vecteurs propres avec M. Donc, on peut après raisonner sur les valeurs propres associées à ces vecteurs propres pour trouver des contraintes. Est-ce que vous pouvez passer à la prochaine slide? Donc, justement, on n'a pas pu faire toutes ces recherches, mais ces recherches ont été faites. Et on peut montrer que quand on veut une distance maximale de 2 entre deux sommets quelconques, que cette distance doit être égale à 1. Donc, 1, c'est D, c'est le degré maximal. Donc, le degré maximal, c'est 1, 3, 7 ou peut-être 57. Il se trouve qu'on arrive assez facilement à trouver des graphes pour 1 et 3. 1, c'est très simple, c'est juste un cycle. 3, c'est ici ce graphe de Peterson qui est assez connu. 7, il est déjà vachement plus compliqué. Ça s'appelle le Hoffman-Singleton graph qu'on a mis là à votre droite. Et il se trouve que pour 57, on ne sait pas pour l'instant, les mathématiciens ne savent pas s'il existe un graphe. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas de contradiction directe avec notre polynôme matriciel. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous, on n'a au moins pas rien de plus à vous montrer. Ok, merci. Très bien. Enfin, rien de plus. C'est quand même... c'est quand même assez complet comme remarque. Est-ce que il y a des étudiants qui ont encore des choses à présenter? Non, c'est tout. Là, Non. c'est fini. Ok. Oui. Très bien. Donc, si je regarde ce dernier exemple, du coup, ce dernier exemple semble indiquer que pour n égale 10, on peut aller jusqu'à d égale 3. C'est ça? Oui, c'est ça. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les constructions qu'avaient fait les autres groupes. Donc, par exemple, les autres groupes, ils nous avaient dit qu'on définissait notre D en fonction des multiples de 4 qui encadraient n. Donc, c'est-à-dire que si vous pouvez repasser à la dernière slide là qu'on nous avait montré, pour avoir 50 sommets, comme on a dans le dernier exemple, 50, c'est entre 48 et 52, et 52, c'est 4 fois 13, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait un degré maximal de 13, ce qui est quand même beaucoup plus grand que le 7 qu'on trouve ici dans cette configuration. Oui, et même l'exemple avec d égale 3 et n égale 1, voilà, il est donc dans le premier exemple qui nous a été montré, c'était n égale 8 et d égale 3. Voilà. Et pour n égale 12, vous pouviez monter à d égale 4. Voilà. Et là, manifestement, on peut monter jusqu'à n égale 10.
en conservant D égale 3, mais avec une construction qui a l'air un peu moins triviale. Et est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette histoire de D égale 1, 3, 7? Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'était pas très clair pour moi. Là, manifestement, pour ces valeurs-là, vous avez des constructions qui atteignent la limite. Et ce que vous dites, c'est que en fait, pour les autres valeurs de D, on n'a pas de valeur de n telle que n égale d carré plus 1 qui permettent de le reconstruire, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est que si on veut avoir la borne exacte, c'est-à-dire que n est égal à d carré plus 1, il faut que d soit égal à 1, 3 ou 57. Ça, on arrive à le prouver en raisonnant sur notre polynôme des matrices. Mais sinon, c'est vrai que ça ne nous indique pas si on peut aller jusqu'où on peut aller en dessous de cette borne. C'est ça, d'accord. C'est pas constructif. Ça vous donne simplement des contraintes sur de toute façon, c'est pas la peine d'aller chercher au-delà. Non, c'est étonnant que ces bornes soient atteintes. C'est la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu l'exemple. Jusqu'où on peut aller? Et effectivement, j'ai regardé. On peut aller jusque-là, mais j'avais aucune idée de savoir si on pouvait y aller ou pas. Écoutez, c'est très bien, c'est très complémentaire. Le fait de vous être posé des questions de manière différente, des gens qui ont fait des choses constructives en essayant de construire des algorithmes, des méthodes qui permettent de construire, et puis un autre groupe qui s'est intéressé à des questions théoriques de jusqu'où on pourrait aller. Et là, vous avez toute la subtilité des mathématiques où on peut démontrer des fois qu'il existe peut-être une solution sans absolument la construire. Là, à 57, il existe peut-être une solution. Et c'est un petit miracle qu'on arrive à avoir quelque chose de joli en n égale 50 et d égale 7. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser maintenant la place au groupe suivant. Et c'est Olivier qui va les présenter. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. D'accord, merci beaucoup.